Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on soit Jérôme Blanchet-Gravel. On fait le tour de l'actualité de Libre Média dans les dernières semaines. Un rapport de l'OTAN qui revient sur la COVID et la censure médiatique. Quand même assez intéressant. Donc, on fait le tour avec Jérôme à l'instant. Yes, salut Jérôme, merci d'être là. Les gens sont habitués à ton petit passage dans notre podcast 2 fois par mois à peu près, là, depuis ton retour du Mexique. C'est toujours bien apprécié. C'est tout ça des podcasts que les gens aiment. Ça nous permet de faire le tour de l'actualité, mais surtout parce qu'à Libre Média, vous avez ce que j'aime de vous autres, c'est qu'il y a souvent des trucs qu'on arrive, t'es comme OK, c'est quoi ça? Puis là, tu commences à fouiller, puis tu te dis, non, il y a juste eux autres qui parlent de ça, mais en tout cas au Québec, dans les médias francophones québécois. Puis, si on se promène un peu sur votre site, là, on voit qu'il y a quand même du stock pas mal. Je propose peut-être qu'on commence avec ce truc-là qui était un de vos articles, je pense, qui a voyagé. Moi, en tout cas, je l'ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux, là, cet article-là, puis des gens me l'ont envoyé. C'est Radcan doit censurer la droite selon une collaboratrice du Devoir. Et là, on parle de Marie-Hélène Gay, poétesse et militante de gauche. Donc, et là, j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sait c'est quoi le concept du cordon sanitaire, là, mais ça, c'est de quoi qu'il y a. Mais c'est de quoi qu'il y a en Belgique, notamment. Là. C'est ça. Cordon sanitaire. Oh, man, j'ai mal à la tête. Oui, bien déjà, écoutez, le concept, hein, le mot de sanitaire en dit long, hein, sur notre conception de ce qui peut être la droite, hein. C'est-à-dire c'est une mesure d'hygiène sociale, finalement. C'est une mesure de santé publique que de Ouais. repousser les idées dites de droite, parce qu'on se demande toujours, bon, qu'est-ce qui est vraiment de droite et d'extrême droite aujourd'hui, alors que le clivage a été complètement brouillé, alors que la gauche, on a une gauche paradis fiscal maintenant au Canada, quand même, avec Mark Carney, ce qui est quand même assez nouveau dans l'histoire. Tu sais, on est loin de Che Guevara, etc. Mais écoute, c'est des gens qui ont porté ça à notre attention, cette affaire-là. Donc, Madame Guy, effectivement, que je ne connaissais pas, qui est une collaboratrice régulière à Culture au Devoir, qui s'est gâtée en quelque sorte dans le balado de Fred Savard et qui en fait, qui est symptomatique, là, qui représente finalement, l'opinion de beaucoup de gens de ce milieu-là montréalais. Donc, Radio-Canada, selon elle, doit effectivement servir finalement, repousser les idées repoussantes, hein, celles de la droite et de l'extrême droite. Donc, elle l'assume complètement. Pour elle, Radio-Canada ne doit même pas feindre la neutralité, finalement. La société d'État doit censurer, finalement, être le safe space du Canada face à ce qu'elle appelle le fascisme. Donc, Écoute, dans notre partie Patreon, aujourd'hui, on découvrait une question de Rodolphe Ossini à Amir Kadir qui disait est-ce que vous encensez Alex Boissonneau avec comme l'extrême gauche, tout ça? Est-ce que si c'était quelqu'un d'extrême droite, il pourrait se présenter? Et Amir Kadir, en toute candeur, dit non, absolument pas. Parce que l'extrême gauche, c'est peu importe les moyens qui sont utilisés, c'est pour le bien commun. C'est pour le bien commun, c'est pour protéger les petits contre les grands puissants. Alors que l'extrême droite, c'est pas ça. Là. Ça il faut s'en protéger à tout prix. Là. Je leur donne une chose. C'est au nom de l'égalité que la gauche a tué des millions de personnes et c'est au nom de l'inégalité que la droite a tué des millions de personnes. Je leur donne. c'est quand même un peu vrai. Donc, c'est toujours mieux que, c'est ça, mettre des gens dans un goulag si c'est pour l'égalité que le faire au nom de l'inégalité. C'est sûr, ça passe mieux, disons. Là. Mais en même temps, le discours contre les puissants, c'est ce que je disais. Quand si vous êtes dans un mouvement marxiste-léniniste, vous pensez que vous allez mettre à bas la bourgeoisie dans une vision d'extrême gauche, il n'y a pas une si grosse différence que ça entre une mouvance d'extrême droite qui pense qu'il y a une espèce de complot juif et qu'il faut mettre à bas cette élite mondiale-là. Je veux dire, au final, c'est un peu le même discours. Là. Les extrêmes se sont toujours rejoints. Exact. De toute façon, le national-socialisme, quand même le mot socialisme hein, dans le mot national. Donc, il faut toujours revenir, donc le Parti des ouvriers allemands, etc. Donc, écoute, c'est ça. Donc, Madame Gay, c'est ça que je ne connaissais pas.
mais qui finalement nous dit quelque chose qu'on savait sur... c'est une idée qui est répandue finalement et qui est déjà presque assumée, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui le disent de manière complètement décomplexée. Ce qui est intéressant de ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit que la neutralité finalement est dangereuse. Tu sais, quand je dis on n'essaiera même plus, il faut même plus essayer selon elle d'être neutre, il faut assumer son militantisme à gauche grâce évidemment aux contribuables, aux frais des Oui, c'est ça. contribuables, Ben hein, oui, aux c'est-à-dire frais des évidemment. contribuables. Et on va voir comment ce discours-là évolue parce que Mark Carney, vous le savez, a quand même dit qu'il fallait se servir de Radio-Can pour contrer la désinformation venue des États-Unis. Là, il s'est comme semi-réconcilié, on le sait, avec Donald Trump. Ça a été considéré comme une performance exceptionnelle de Carney Oui. qui a parlé 3 minutes 48 ou 46, qui est apparu un peu comme un gamin là, dans le bureau ovale. Donc, on va voir comment ce discours-là évolue. Et nous, à Libération, on s'en fait une spécialité, vous le savez, de suivre l'évolution du discours sur la censure. À chaque mois, il y a un nouveau prétexte. Récemment, combattre la désinformation russe. Là, on est déjà passé à la désinformation américaine. Bientôt, qu'est-ce que ça va être? Des informations chinoises, turques, iraniennes, saoudiennes. Pas au Canada, les Chinois, c'est correct. Ouais, la Chine, c'est ça, une plus belle, une meilleure image au Canada que, disons, la Russie. Mais Mme Gay, je ne sais pas. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est que ces gens-là, avant, pouvaient dire n'importe quoi, finalement, sans se soucier de rien. Et maintenant, ils vont découvrir qu'il y a des médias indépendants qui font leur job et qui, sans vouloir le recadrer, ces gens-là, on peut savoir, non, vous ne pouvez plus dire n'importe quoi, vous ne pouvez plus prôner la censure je veux dire, à gogo. Il y a maintenant des contrepoids. Ça s'appelle Yann et Frank, ça s'appelle Libre Média, ça s'appelle. Je ne sais pas, 7 jours sur Terre, bon, qui n'est pas vraiment dans ces questions-là, plus dans la géopolitique, là, mais il y a des contrepoids aujourd'hui qui, je ne veux pas dire qu'ils vous surveillent parce qu'on ne veut pas entrer dans une logique de surveillance, évidemment, mais aujourd'hui, vous évoluez dans un monde où il y a un contrepoids. Est-ce qu'elle donne des exemples d'extrême droite de son côté? C'est Non, ça. son intervention est plutôt rapide, mais c'est ça, elle est très symptomatique de cet état d'esprit. Et par exemple. Si tu me dis que Radio-Canada ne devrait pas présenter le discours de la meute, par exemple. OK. Je suis capable de comprendre un peu la logique derrière ça. Sauf est-ce que Éric Duhem est considéré d'extrême droite dans sa tête? C'est ça, le glissement est toujours là. Ben voilà, C'est une notion très élastique. Là. Parce que, tu sais, le défaut qu'ont souvent ces genres de militants de gauche-là, c'est que souvent leur culture, pour ce que ça peut vouloir dire politique, est souvent calquée sur leurs alter-ego français. C'est quasiment toujours ça. Fait que là, ils s'inspirent des mouvances de gauche comme LFI, tout ça en France, et ils ont le cadre, ils ont souvent le cadre de référence mentale de il faut l'union de la gauche contre l'extrême droite, avec en France l'idée que c'est le Rassemblement national, anciennement Front national. Mais on dirait que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en Europe, il y a des assises historiques de ce qu'on appelle l'extrême droite. C'est-à-dire que on peut dire ça a changé avec le temps, mais c'est une réalité qui existe ou qui existait. Puis dans plusieurs pays, il y a des mouvances de droite là, quand même assez musclées en Europe. Par contre, au Canada, puis c'est encore plus vrai au Québec, moi, je cherche l'extrême droite, puis je ne sais pas c'est quoi. Il n'y en a pas. Même si le parti le plus à droite sur l'échiquier politique, c'est le Parti conservateur du Québec. Il n'est même pas spécialement un parti très à droite, je veux dire, et vous prenez leur programme ou les déclarations qui sont faites par les porte-paroles, il n'y a absolument aucun élément, mais aucun élément qui se rapproche de près ou de loin avec un discours d'extrême droite. Donc, tu sais, je ne sais pas de quoi ces gens-là parlent, en fait. Ils parlent de qui? Ils parlent de quoi? Parce que quand tu dis il faut mettre un cordon sanitaire, il faut que tu le mettes autour de quelqu'un, ce cordon-là. Mais ils n'ont personne, ils ont personne autour duquel le mettre. Donc, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, soit, en fait, c'est une dérive en disant ça ne sera plus juste l'extrême droite, ça va être en fait tout ce qui est à droite du centre. Là. Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va. Oh oui. Moi, mon impression, par contre, sur les références de ces gens-là, plus l'impression qu'ils ont un cadre mental américain, dans le sens où, oui, on a vu Québec solidaire avec Mélenchon, etc. Mais j'ai plus l'impression que de plus en plus, au devoir, justement, c'est des traductions françaises du wokisme anglo-américain. Et justement, sur ce point-là, oui. Les Québécois de gauche contemporains se pensent
à l'avant-garde du décolonialisme, mais sont totalement colonisés idéologiquement par le wokisme anglo-saxon. Ça, c'est très net. Et on a fait finalement, à l'UQAM, on a fait que traduire en français les écrits anglo-saxons woke. Là. En gros, on est vraiment balayé idéologiquement. On ne s'en rend pas compte. Après, c'est vrai qu'on essaie de singer un peu, effectivement, la résistance à l'extrême droite, un peu comme en Europe. Puis justement, tu me posais la question, le cordon sanitaire, ben, c'est plus au Parlement, hein, finalement, Frank. À la base, c'est pas médiatique, c'est plus un concept où les partis vont se coaliser pour empêcher... Il y a un aspect médiatique un peu, dans le sens que, comme en Belgique, je pense que tu n'as pas le droit d'avoir du temps d'antenne si tu es associé. Ah, OK, ça va plus loin que ça. Ça va jusque dans les médias. L'idée, OK, mais ça n'allait pas... c'est ce que la France réclame aussi depuis un certain temps. Oui, France, il y en a vu en France quand même des chaînes de télévision qui ont été fermées. Exact, c'est ça. On tape sur les doigts de CNews assez régulièrement. Donc oui, il y a des télévisions d'État en France qui sont très près du pouvoir. Ça fait penser, c'est une société latine, on le voit. Il y a de la collusion, là, c'est très clair. Mais écoute, on va voir d'abord les priorités de Carney. Ça a été une campagne tellement floue, tellement focalisée sur un seul aspect qu'on ne sait pas exactement ce que pense Carney justement de ces questions-là de liberté d'expression, mais on sait qu'il veut utiliser Radio-Can pour promouvoir le récit officiel. Mais moi, j'espère seulement qu'il y a des dossiers trop urgents, entre guillemets, qui vont l'occuper assez pour ne pas arriver rapidement. Je suis pas sûr de ça. Il n'a même pas fait de budget. Non, c'est ça. Ben, écoute, déjà, on voit qu'on n'est pas à la transparence. C'est assez incroyable. Il y a quand même au Canada, on n'en a pas parlé avec toi, mais on en a parlé. Il y a quand même un enjeu d'unité nationale au sens où on voit que même dans l'Ouest, il y a de plus en plus de protestations. Tout ça, l'Alberta, la Saskatchewan, les provinces qui extractent les ressources du sol disent qu'en gros, le pays leur nuit, les empêche avec des lois anti-énergie qui ont été passées dans les dernières années. Et là, Carney arrive dans la campagne, fait comme miroiter l'idée qu'on pourrait avoir des corridors énergétiques, des pipelines qui traversent le pays, tout ça. Idée volée aux conservateurs. Qui était idée carrément volée aux conservateurs. Mais écoutez, ça a pris une semaine après l'élection, là, pour que, vous voyez... Prévisible, fausse représentation. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est la première ministre de l'Alberta qui dit qu'en gros, elle dénonce parce que Stephen Guilbeault est sur CBC et il dit non, c'est pas le temps finalement pour avoir des pipelines. De toute façon, ceux qu'on a qui sont pas à pleine capacité. Puis là, elle a dit, en fait, il ment. Il parle d'un pipeline qui a été inauguré il y a 2 ans et il est déjà à capacité. Fait que là, on sent qu'il y a comme une genre de guerre ouverte là, entre plusieurs provinces et le gouvernement fédéral. Mais je pense pas que ça risque de les empêcher tant que ça d'aller jouer dans des trucs. En fait, ça pourrait être des bons instruments de diversion. Là. Parce que, pendant qu'on ne parle pas d'énergie, pendant qu'on ne parle pas de toute la réforme économique qu'on nous avait promis en campagne pour moderniser le Canada face à notre dépendance aux États-Unis, en gros, on va détourner l'attention, comme ça a été la stratégie de Trudeau pendant des années, avec des projets de loi un peu périphériques, mais sous couvert de bonne vertu, on va protéger les Canadiens contre la désinformation. C'est de plus en plus un danger. Oui, moi, je vous accorde. Les tendances sont là, c'est des tendances lourdes. Et le Canada a choisi de jouer l'avant-garde de la résistance à Donald Trump. Et là, on a vu en Europe des dirigeants progressistes, à la Macron, à la Starmer, qui se réjouissent évidemment de Mark Carney, qui voit en lui un allié. On a un article là-dessus à Libra-Média intitulé Mark Carney, chouchou des technocrates européens. Donc, les progressistes européens, les europhiles, etc., ont vu de l'espoir, finalement, dans l'élection de Carney. Ça leur redonne espoir. Et on va voir aussi, est-ce que Carney va se rapprocher davantage de l'Union européenne ou bien Donald Trump, c'est lui qui va engager des nouvelles négociations sur l'ALENA pour... c'est plus l'ALENA, là, mais est-ce que c'est... Dans le fond, c'est lui qui décide, on le sait, là. Donc, on ne le sait pas. Écoute, ça reste quand même assez incroyable qu'on ait élu un gouvernement dont on ne connaît pas la moitié, finalement, des orientations. Je parle pour la population générale, c'est quand même ça qui s'est passé. Une élection référendaire sur un enjeu
Pour ou contre votre confort pour les 3 prochains mois? On enlève le confort pour les 3 prochains mois. Pour ou contre essentiellement ça. Pour ou contre ouvrir sa piscine avec la paix d'esprit. Je vais ouvrir ma piscine avec la paix d'esprit. J'ai voté pour ça, je suis content. Mais tu l'as vu, là, le numéro de guignol que nous ont fait les médias, là, Pierre Poilievre, il devrait arrêter de parler de Trudeau, puis tout ça, c'est une toute nouvelle équipe, tout ça. Hier, on en a parlé, l'inauguration du cabinet, en fait, l'assermentation du cabinet de Carney, il y avait une photo absolument révélatrice où sur la photo, on voyait tous les anciens ministres de Trudeau, toujours les mêmes. En fait, ils ont changé de siège avec Mélanie Joly, on l'enlève de l'international, on va la mettre au commerce canadien ou je sais pas trop. On prend il avait même recruté Carlos Letao comme candidature économique pour nous dire lui, il sait compter, il pourrait être notre ministre des Finances. Finalement, il n'y a même pas de poste et ils ont créé une espèce de truc qui s'appelle le secrétaire d'État à la nature qu'ils ont donné à la fille de Polytechnique. Là. Donc, en gros, c'est du n'importe quoi. C'est les mêmes gens qui sont là. Chrystia Freeland, qui se vantait de ne pas avoir de voiture et de prendre le transport en commun et de marcher à pied, qui est rendu ministre des Transports. Je veux dire, c'est une parodie. Et le pire, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, ils ont nommé, alors qu'ils nous ont dit notre priorité, entre autres, c'est la crise du logement, donc au Canada, la personne qui était nommée responsable de le fameux Bâtir Maison Canada, le truc qui va supposément bâtir des maisons pour régler ce problème-là, c'est l'ancien maire de Vancouver pendant qu'il était là, c'est une des pires crises du logement au niveau municipal de l'histoire du pays. Donc, je ne sais pas si les gens s'attendent à des changements radicaux. Là, mais, l'autre point qui est intéressant qu'on va découvrir dans le futur pour le gouvernement fédéral, c'est que toute l'histoire autour de la bourse de carbone puis de la taxe de carbone. Taxe carbone ramenée à 0% pour les consommateurs, conservée pour les entreprises des industries. Mais on nous disait qu'il allait avoir une autre mouture de ça. Puis Mark Carney, dans le débat francophone, disait qu'il aimait beaucoup, beaucoup le principe de la bourse de carbone du Québec, le cap and trade. Est-ce qu'on s'en va vers une bourse de carbone canadienne? Moi, je pense que oui. Ça n'a pas été annoncé encore, mais je suis plus en mode dans combien de temps on va nous annoncer ça. Là, les Canadiens ont fêté au début de la campagne électorale le prix à la pompe qui baissait de 20 sous dans à peu près toutes les provinces, sauf le Québec, bien évidemment. Ont reçu leur chèque de remboursement de taxes carbone qu'ils n'avaient pas payé finalement au début de la campagne électorale, ce qui est un putain de scandale dans ma tête. Mais ils vont arriver, puis quelques mois après, ils vont se faire remettre une taxe carbone dans la gorge, puis ils diront pas un mot. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'épate. Ça m'épate ce qui se passe. Tous les sujets dont on n'a pas discuté, c'est les angles morts de cette campagne-là. C'est par dizaines. C'est incroyable. Moi, je me méfie évidemment des derniers sondages qui présentent le PQ comme premier dans les intentions de vote. Écoute, il suffirait à la CAQ de surfer sur une pseudo-crise pour se maintenir au pouvoir, là. Est-ce que tu as vu la sous-question? Si Pablo Rodriguez remporte la chefferie libérale, les libéraux tombent premiers dans les sondages à 31% avec le PQ à 30%. Ça, c'est spectaculaire aussi. Le comeback libéral grâce à... Ah ouais. Mais t'es vraiment dans un mode où tu te dis, attendez, là, les Québécois sont spéciaux. C'est dur de ne pas être cynique. Là. Mais là, t'es là, tu te dis, OK, là, présentement, la saveur du mois, c'est PSPP. Et on élirait demain matin un gouvernement péquiste advenant une élection. Par contre, si les libéraux finissent leur course à la chefferie, élisent Pablo Rodriguez, soudainement, la saveur du mois devient Pablo et Pablo remporte l'élection. Okay. Donc, on est prêt pour le pays, sauf si c'est Pablo, là, je redevient fédéraliste. Non, écoutez, c'est rendu effectivement plus que n'importe quoi. Là, c'est gênant. C'est très gênant, oui. Et dans le fond, on réalise que ce sont les médias aussi qui élisent d'une certaine façon les gouvernements. Oui. Donc, non, moi, être PSPP, je ferai attention à ça, même au jeu de Québécois, parce qu'on se aperçoit que c'est ça, ce sont des produits un peu instantanés. Et donc, on sort sur des vagues qui sont un peu artificielles, qui sont alimentées, c'est ça, par des sondages, qui sont toujours un peu orientés. Mais ta base organique, c'est elle quand même que tu dois continuer à travailler, là, parce qu'on s'aperçoit, c'est ça, que ce sont des phénomènes extrêmement éphémères et un peu comme, c'est ça.
Je sais pas. Non, c'est Pablo, ça. un leader, prochain premier ministre du Québec. J'avais pas Exact. envisagé ça dans les dernières Non, c'est dans les derniers mois, pas du tout, là. quand même assez extraordinaire. Un autre article que vous avez publié sur Libre Média, la censure durant la COVID a sapé la confiance du public selon l'OTAN. Donc, un article de Xavier Bélanger Costa. Donc, c'est ça que tu nous disais, des fois, il y a comme des perles comme ça qu'on peut trouver. Je savais même pas que l'OTAN, en fait, avait Le centre de publié. recherche. Ouais, c'est ça. Ils ont un genre de centre. En fait, on dit c'est le Science and Technology Organization. Donc, c'est un centre de recherche ou une sous-branche de l'OTAN, là, finalement. Là. Et ben, c'est ça. Je te laisse peut-être nous dire un peu c'est quoi les grandes lignes qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, les gens, ils voient un peu à l'écran, là, masque comme instrument politique, Ben, la c'est un rapport, dans le démocratie fond, fragilisée. c'est un rapport qui donne raison aux complotistes, entre guillemets. C'est un rapport qui confirme un peu tout ce qu'on savait. Mais venant de l'OTAN, c'est ça. Disons que c'est assez crédible et que c'est une forme d'autocritique parce qu'écoute, l'OTAN nous dit quand même que justement, c'est la censure. Puis dans le fond, les pratiques, les mesures sanitaires abusives ont créé une rupture avec la population. En fait, les gens ont beaucoup moins confiance apparemment en leur gouvernement depuis la pandémie, depuis ces pratiques-là. Ils ont l'impression de s'être fait avoir. Et là, on parle des gouvernements même des États qui est membre de l'OTAN. Là. Donc, c'est une erreur stratégique au-delà d'être une erreur idéologique. L'OTAN nous dit, en fait, c'est deux chercheurs effectivement affiliés à ce centre de recherche-là qui nous disent, vous les gouvernements occidentaux, vous avez commis une erreur parce que, évidemment, dans un contexte je veux dire, de compétition entre les États à l'échelle du globe, c'est jamais bon qu'un État perde la confiance de sa population. Là. Non, c'est C'est ça. une erreur qui est non seulement intellectuelle, qui est une erreur qui est sanitaire dans le sens où ça n'a pas été dans des politiques de santé publique. On sait que ça nuit finalement à la santé de la population, atrophie musculaire, etc., bon, santé mentale. Mais stratégiquement, c'était pas une bonne idée. Puis même va à l'adhésion à la vaccination d'autres choses que la COVID. Là. En plus, ben là, on a créé un mouvement anti-vax généralisé maintenant qui va s'attaquer effectivement à d'autres vaccins. Donc, écoute, c'est l'OTAN qui le dit. Là, donc, tout le monde peut aller vérifier. Ouais. Donc, on ne pourra pas dire que Libre Média relaie une théorie conspirationniste. Là, c'est un rapport de l'OTAN qu'on a épluché correctement. Et c'est ça qui nous dit que les gouvernements occidentaux n'auraient pas dû, par exemple, censurer des Patrick Provost parce qu'il y a des gens qui trouvent ça louche. Et ça crée. Ça divise les populations aussi. Donc, il y a un manque de cohésion sociale d'une certaine façon depuis. Mais si, au Québec, on le nie, c'est-à-dire c'est une des places en Occident où on le nie le plus. Là, donc, je comprends que, bon, pour certains de nos concitoyens, ce genre d'article-là, c'est. En même temps, tu sais, franchement, est-ce que les plus sanitaristes de la gang oseraient admettre que ce rapport-là de l'OTAN et du complotisme, c'est commande, là, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez votre examen de conscience un minimum pareil, là. Ben, un des éléments intéressants, je trouve, qui est soulevé là-dedans, dans le rapport, on dit, en disqualifiant les voix dissidentes, les gouvernements ont à la fois miné les fondements de la science, violé des droits fondamentaux et semé la défiance. Donc ça, c'est dans l'article de votre collaborateur, mais il cite une phrase qui est absolument révélatrice. Il dit « Et cette défiance ne touche pas seulement les élites scientifiques, ouvrez les guillemets, la population a le droit d'être bien informée, surtout en temps de crise, rappellent les auteurs. » Ça nous ramène vraiment à l'idée que, tu sais, en gros, pour pas effrayer les gens, tu sais, il y avait toutes sortes de buts un peu là, pour pas les effrayer, pour pas les décourager pour pas favoriser telle affaire. On va comme jouer avec la vérité, jouer avec la réalité. Tu sais. Puis pour moi, l'élément le plus frappant de ça, ça a vraiment été ce qui est arrivé avec le vaccin AstraZeneca. Là. Où ils ont organisé toute une affaire où Christian Dubé qui se fait shooter dans le bras, ils disent à tout le monde qu'il n'y a pas de problème. Des mises en scène. Et après, ils nous ont dit ouais, finalement, on a pensé à ça. Ceux qui ont eu ce vaccin-là, vous devriez avoir une autre marque, là, une autre sorte de vaccin après. Et finalement, ils l'ont carrément retiré des vaccins qui étaient administrés aux gens. Là. Parce que dans le fond, c'est le fait de. Et quand c'est arrivé, il niait. Là, il disait non, ouais. il est aussi bon que les autres, il est pareil. Mais les gens, même si je veux dire, tu n'avais pas besoin d'être un complotiste radicalisé là, pour te rendre compte de dire
Ouais, mais là, attends un peu. Là. Tu me dis qu'il est bon, mais tu me dis qu'à ma deuxième dose, je ne devrais pas prendre le deuxième. Je devrais changer. Il est-tu bon ou il n'est pas bon? Puis là, après, on a vu, je pense, c'est le Royaume-Uni qui a mené le retirer. Ou peut-être pas le Royaume-Uni, je me mêle de pays, là, mais en gros, il y avait de la mauvaise information reliée à ça, avec l'idée, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est mieux protéger les gens que bien les informer. Et ça, à court terme, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais à long terme, tu brises la confiance. Mais non, c'est extrêmement dommageable. Puis ce que le rapport dit un peu en filigrane, parce que c'est un rapport de l'OTAN, c'est qu'advenant une prochaine crise là, qui serait d'ordre militaire pour vrai, là, c'est-à-dire on a gaspillé des munitions durant cette période-là et les gouvernements auraient dû faire attention d'être plus prudents parce que le jour où il va y avoir des véritables bouleversements géopolitiques, parce qu'il va y avoir d'autres guerres là, dans l'histoire, etc. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, on ne va pas non plus être prophète de malheur, mais est-ce que les populations occidentales vont répondre aux instructions, entre guillemets, des gouvernements, alors que là, ça va être sérieux. Pour vrai, je ne dis pas que c'est pas sérieux. Il y a eu beaucoup de morts quand même. Le virus a frappé. Là. C'est un vrai virus, la COVID. Le problème, c'est qu'on a essayé de tuer une mouche avec un bazooka. Là, on sait là, tout ça. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'advenant une vraie crise, la population aurait-elle confiance en les directives de l'État autant qu'elle l'aurait eu sans cette période-là où on a accentué le fossé justement entre l'élite et, par exemple, les camionneurs, en tout cas, tout le monde qui s'est senti évidemment abandonné, trahi par les gouvernements. Non, c'est très dommageable. Je veux dire, le sentiment d'être trahi par son gouvernement, tu joues pas avec ça. Tu joues pas avec ces affaires-là. Je veux dire, et ils l'ont fait et ça va leur retourner. Il va y avoir un effet boomerang à ça. Pour moi, c'est très clair. Même chose que Mark Carney, les nationalistes alimentent la peur, Québécois se mêlent dedans. On se rend compte que les Québécois sont rendus quasiment monarchistes du jour au lendemain. Jouez pas avec ça. Jouez avec les paramètres d'une société, jouez avec les peurs collectives. C'est pas bon. Vous créez des patentes, vous jouez aux apprentis sorciers et vous créez des phénomènes qui sont incontrôlables après. Et c'est ça aussi l'illusion des gouvernements qui se prennent pour Dieu et finalement ils créent, c'est ça, des phénomènes qui leur échappent complètement et qui leur retournent en plein visage. Tu sais. Comment tu vois ça dans le futur, la possibilité, tu sais, parce que je veux dire, les politiciens sont un peu nono, mais quand même brillants, dans le sens que c'est pas des innovateurs, c'est pas des grands innovateurs. Ils sont généralement conservateurs. Ils prennent pas des. Ils essaient pas des nouvelles méthodes de gagner une élection. Par contre, quand ils voient quelque chose qui marche, ils ont tendance à le reproduire énormément. Mm-hmm. Et là, ce qu'on se rend compte qui marche, et pas juste au Canada, on se rend compte que ça marche dans d'autres pays En dans le monde. Australie, en passant, vous l'avez vu, hein, une élection, on a eu aussi un semblable à celle quasiment pareil. Ouais. Les parallèles sont frappants. Deux sociétés insulaires, etc. Ce que les gens se rendent compte présentement, c'est ça, c'est, écoute, quand il y a une crise, aussi minime soit-elle, parce que la crise des tarifs, je m'excuse, les bourses vous disent présentement que vous avez crissement paniqué pour rien. C'est ça que les marchés boursiers vous disent présentement. Vous avez tous, toute la gang, paniqué vraiment pour rien avec ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien, les tarifs. C'est quelque chose qui nuit à l'économie. C'est tout vrai. Mais pas de l'ordre de... Christy, il y a encore des gens qui passent aux nouvelles pour dire que Trump a fait fondre leur placement. Je veux dire, ma job dans la vie, c'est de gérer les placements du monde. Là. Tantôt, j'ai coupé parce qu'il y a un de mes clients qui m'a appelé, puis j'ai dit, je vais prendre l'appel, puis tout ça. Puis il y avait des questions à me poser, tout était beau. Puis il dit, by the way, les placements, comment ça va? On va checker ses affaires. Je dis, depuis le début de l'année, tu as fait 4,5 de rendement. Il dit, ah ouais, c'est positif. Je dis, ouais, c'est positif. Ouais, mais on n'est pas dans une crise. Puis, ouais, c'est ça que la TV dit, mais non. En bourse, présentement, les placements vont bien. Tout à fait. Puis si l'article du Devoir, vous avez vu, là, 2 années. Merci, M. Trump, de gâcher notre retraite. Écoutez. Quel gâchis. Je veux dire, les fonds d'obligation ont monté. Les fonds d'action canadiennes ont monté. Les fonds d'action internationales ont monté. Ce qui a baissé, c'est les fonds d'action américaines. Puis présentement, ils sont redevenus dans le positif. Je veux dire, qu'est-ce qui a été gâché au juste? D'une certaine façon, malgré tout, là, malgré l'appauvrissement qui s'en vient, moi, j'y crois vraiment. Je trouve qu'il y a des indices. Il n'y a plus rien qui fonctionne là, dans le modèle québécois, là, on s'entend.
Yann, écoute, je serais curieux de t'entendre là-dessus, c'est-à-dire, il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Ceux qui travaillent sont de moins en moins productifs, c'est du moins ce que certains chiffres nous montrent. Il y a une pression migratoire aussi, c'est-à-dire on est en pénurie dans les écoles, dans les hôpitaux. Donc, il y a des gens qui s'intègrent à un système qui est déjà saturé. Comment on va faire? Toi, est-ce que tu étais positif sur le plan économique pour les prochaines années au Ben Québec? oui, je le suis parce que c'est quelque chose qu'on vit depuis très longtemps. C'est que les gains de productivité qu'on fait grâce aux nouvelles technologies sont gigantesques. En fait, la raison qui permet au gouvernement de s'endetter autant, d'imprimer autant d'argent et de conserver une inflation relativement basse, oublions 2021, 2022, 2023, là. Oublions cette fenêtre-là, qui était vraiment une exagération des gouvernements. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que présentement, les gouvernements sont dans une zone où est-ce qu'ils peuvent imprimer de l'argent sans créer trop d'inflation. Puis la raison principale de ça, c'est les gains de productivité qu'on fait. Donc, on a toujours pensé que les gains de productivité, c'est les gens qui travaillent plus fort, travaillent mieux. Mais la productivité peut venir du capital, la productivité peut venir de nouvelles technologies. Je pense que c'est ce qu'on vit depuis plusieurs années. C'est des discussions qu'on a déjà eues. Les podcasts qu'on fait présentement, est-ce qu'on est capable de faire ça il y a 15 ans? La réponse, c'est non. En fait, il y en avait qui le faisaient. Jeff Fillion le faisait, mais c'était à coût d'investissement de centaines de milliers de dollars par année pour faire ce qu'il faisait. Là. Vous n'avez pas idée comment c'est rendu simple d'écoller des podcasts aujourd'hui. Est-ce que nos plateformes Libre Média, Pilule Rouge sont possibles de travailler ça sans les nouvelles technologies, sans l'apport de l'intelligence artificielle? Moi, je pense que non. On est capable de remplacer. Moi, je pense, l'ordre de grandeur, là, c'est à peu près, on est capable de remplacer à peu près 4 journalistes par un seul aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On est capable de remplacer un animateur de Radio-Canada, pas un animateur de Radio-Canada et 10 membres de son équipe par un seul présentement dans le nouveau monde à cause de la technologie. Fait que c'est pas que les gens travaillent mieux ou travaillent plus fort, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'être sacrément plus efficaces. Le seul endroit que ça paraît pas, c'est dans la fonction publique. La fonction publique arrête pas de grossir malgré ces outils technologiques-là, mais dans l'entreprise privée, l'automatisation, l'utilisation de nouvelles technologies, vous n'avez pas idée des révolutions que ça fait. Là. Fait que c'est pour ça que l'économie continue à croître malgré tout ça. Où est-ce qu'on a des difficultés? C'est dans certains types de travaux que les gens ne veulent plus nécessairement faire dans les pays développés. C'est la raison pourquoi il y a du libre-échange autant. C'est que les travaux plus manuels, les travaux dans des usines plus en difficulté, plus difficiles physiquement, et ainsi de suite, les populations occidentales ne veulent plus vraiment les faire. Donc, on exporte ce travail-là à l'étranger, ou on l'importe de l'étranger plutôt, parce que les populations occidentales, tu ne paieras jamais le monde assez cher pour retourner travailler dans une usine à chaleur. Ils ne veulent pas ça. Non, mais est-ce que ça nous a vraiment. Est-ce qu'on est plus fort collectivement? Je sais quoi, je sais pas exactement. On est dans une société où est-ce que le top 10 à 15% produit énormément de choses pour l'ensemble de la société. C'est la raison pourquoi les gouvernements ont été capables d'augmenter autant les taxes et les impôts des plus riches, puis que ça continue à avancer pareil. En fait, ce qui est tout le temps plate, c'est qu'on dit à un moment donné, à force d'augmenter les taxes, d'augmenter les impôts, à force de faire grossir l'État, il va avoir une limite à ça, puis on ne semble jamais trouver cette limite-là. La réalité, c'est que tu as 10 à 15% d'éléments très, très, très productifs dans ta société. Puis c'est eux autres qui produisent de plus en plus de stocks et c'est eux autres qui sont de plus en plus imposés aussi par ces gouvernements-là et qui permettent au reste de survivre et de suivre la parade et de continuer à avoir de la croissance économique. Ça fait des sociétés qui sont un peu plus inégalitaires, mais qui sont beaucoup plus taxées aussi. Seule affaire, c'est qu'on ne compare jamais avec ce qu'on pourrait être avec plus de liberté. Avec plus de liberté économique, on serait juste plus productif, on serait encore plus performant, on serait plus riche en fait comme peuple. Le gouvernement vient nuire énormément, mais il ne nuit pas suffisamment pour stopper la croissance. C'est comme. On dirait qu'on aime tellement l'État, en fait, qu'on s'organise pour se tirer dans le pied suffisamment sans trop se nuire. Tu sais, c'est comme on s'inflige le supplice de l'État pour redistribuer de la richesse pour les élections, mais ainsi de suite. On s'offre un confort
que les gens ne pouvaient pas s'offrir il y a 30 ans. En même temps, Yann, des feux de circulation à 1 million, c'est quand même bien qu'il y aurait de la croissance qui se poursuivrait. Si on n'était pas capable d'emprunter, on n'aurait pas de feux de circulation à 1 million. On a des feux de circulation à 1 million parce qu'on est capable d'emprunter beaucoup d'argent. Mais tu sais, même juste pour. Parce que Jérôme, je sais exactement à quoi tu fais référence, je peux le mettre à l'écran. Là, mais même la mairesse, qui n'est pas une fille d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Catherine Fournier, l'ancienne députée du PQ, qui est mairesse maintenant de Longueuil, là, et qui dit que elle a dit le Québec nage en pleine démesure en ce qui a trait aux hausses des coûts actuels auxquels se frottent les municipalités, déplore la mairesse de Longueuil. Et là, elle dit, écoutez, moi, je dis qu'on nage en pleine démesure. Je reçois des projets sur mon bureau où ça n'a aucun sens à quel point les coûts explosent. J'ai nommé les feux de circulation qui sont quasiment dans les petites dépenses parce que si on prend les plus grandes, je vous donne l'exemple du centre d'épuration Rive-Sud, dans notre usine de traitement des eaux sur le territoire de Longueuil. On estimait la reconstruction à 363 millions en 2018. Aujourd'hui, on parle d'1,3 milliard de dollars. C'est démesuré, mais pourquoi c'est comme ça? C'est que le gouvernement fédéral fournit l'argent, le gouvernement provincial fournit l'argent, puis tout le monde se graise, tout le monde... Puis, n'oubliez pas une affaire, il y a de la comptabilité sacrément créative derrière tout ça. Il y a des fonctionnaires qui sont cachés dans ces bureaux. Il y a de la corruption aussi. Là. Ah, il y a de... moi, je pense que... Moi, ça m'a toujours frappé au Québec. Là, 2 plombiers rentrent chez vous, c'est un coûté de 700$. Écoutez, les gars, là, vous avez un secondaire 3, là. Vous me chargez les honoraires d'avocat? Sérieux, là. On est où ici, là? On est d'une place que personne ne veut faire cette job. Il y a une survalorisation. Écoute, au Québec, se faire de l'argent, arrange-toi pour pas aller à l'université. Non, mais Jérôme, tu as raison. L'affaire, c'est qu'on est dans une période de temps où est-ce que les gens ne veulent pas faire cette job-là aussi. En même temps, je n'ai rien contre l'économie, je veux dire, manuelle, si on peut dire. Mais au Québec, je sens qu'il y a une survalorisation, je veux dire. Mais n'oublie pas une affaire. Le cas particulier du Québec également, c'est que l'argent provient beaucoup d'Ottawa. Tu sais, les gens qui nous font croire là, que le Québec serait plus riche le lendemain de la souveraineté, je veux dire, c'est une arnaque. Là. La game, c'est que le chèque de péréquation est à 13 milliards. On n'a rien fait pour ce chèque-là. L'argent vient d'ailleurs. Les transferts fédéraux qu'on reçoit, les transferts fédéraux en santé sont faits d'une manière équitable entre les provinces. Chacun reçoit son montant. Par contre, on ne paye pas tous le même montant d'impôt fédéral. Le Québec étant une société pauvre au Canada par rapport aux autres, on paye beaucoup moins d'impôts en proportion de ce qu'on reçoit. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand la taxation est faite par le palier en haut sur d'autres Canadiens puis que l'argent rentre dans la province, je veux dire, on n'a rien fait pour mériter ça. Fait que ça amène quoi? Mais je pense que ça amène de l'excès. Ça nous a engourdi beaucoup. Là. Recevoir un chèque de DS, c'est pas ça qui va nous, encore une fois, nous rendre plus forts. C'est pas une raison non plus pour ne pas être souverain de se dire qu'on reçoit un chèque là, qui est une rente finalement du fédéral. Ça nous a rendu totalement comateux, finalement, ce genre de. Ben oui, mais n'importe qui que c'est une des raisons pourquoi les gens. C'est une des raisons pourquoi les gens ne sont pas d'accord à ce que tu reçoives un chèque d'aide sociale toute ta vie. Ils disent à un moment donné, ça devrait être coupé après 5 ans, par exemple. Chose que Bill Clinton disait à l'époque. Ben, c'est pour ça. C'est parce que, tu l'as dit, ça rend comateux. Mais le Québec est comateux depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui paye nos dépenses folles. T'sais, mettez-vous dans la place d'un Albertain, tu regardes les transferts fédéraux envoyés vers le Québec, puis tu regardes les programmes sociaux du Québec, tu dis, Chris, vous payez ça avec mon argent, les boys? Ouais. Mais il y a quand même de quoi qui fonctionne pas. Là. Nonobstant de toute cette affaire-là, je m'amusais parce que quand j'ai vu l'histoire de cette histoire-là, les lumières à 1 million, je me disais. Non, mais je regarde ça, moi, de loin encore. Ils en posent. Ça se trouve que, tu sais, quand on parle de trucs très spécifiques au Québec, tu dis c'est difficile de comparer, mais là, des pylônes de lumière, il y en a partout sur la Terre, OK? Il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a en France, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Il y en a dans toutes les villes du monde, ou presque. Fait que c'est facile à savoir là, si c'est ça le vrai prix, 1 million pour changer un crise de feu de circulation. Fait que là, je me suis dit, je vais être fin, je vais aller dans une autre grosse ville canadienne, qui n'est pas une ville où le coût de la vie est à zéro, Toronto. Tu vas sur le site web de la ville de Toronto, toronto.ca. Il y a une section Cost of a Traffic Light Installation. On parle entre 180 000 et 250 000, ce qui inclut, Yann,
les utilities, donc on parle de la relocalisation de services comme le gaz, les câbles, l'hydro, l'eau, les fils de téléphone, ce genre de trucs-là. Donc, eux autres aussi, là, ils casquent là-dedans Des affaires qu'ils ne devraient pas. des affaires qui ont rapport avec la réfection des services. Là. Fait que là, j'imagine que si tu n'as rien à bouger, c'est le montant du bas. Ouais, mais le taux de change, Frank. Ouais, ben là, on est à Toronto. Là. Ah, excuse. Fait que là, tu sais, comment ça que changer une lumière à Toronto, c'est entre 180 et 250 000, puis au Québec, ça sera 1 million. Ouvre demain matin les appels d'offres publics à l'étranger. Permet aux Ontariens de venir coter sur nos affaires. Les prix vont dropper vite en sacrifice. Ben, ça se peut-tu que c'est ça? Il y a un manque de compétition, pas assez de fournisseurs de services, tous les mêmes contrats. Oui. Puis un gouvernement qui a sous-investi pendant plusieurs années et qui l'a surinvesti énormément pour essayer de rattraper tout ça. Parce qu'on le sait, nos infrastructures sont tout croches. Donc, il y a un goulot d'étranglement qui se crée à ce moment-là. Les mêmes joueurs reçoivent tous les contrats parce qu'ils sont débordés. C'est un cartel aussi. Là. Il y a plein de cartels au Québec. Il doit y avoir un cartel des feux de circulation. L'UPAC, c'est une joke. Là. Je veux dire, ils n'ont pas réussi à débusquer rien, mais ils ont réussi à trouver, par contre, des gens qui fabriquaient des faux passeports de vaccination. Ben, écoute, la mairesse, là, juste pour conclure là-dessus, puis après, ça va être le mot de la fin, là, mais la mairesse Fournier, là, elle dit les gens, ils veulent qu'on mette des dos down là, pour que les chars ne roulent pas trop vite là, dans leur quartier puis tout ça. Là. Un dos down, une bosse de robeur dans le milieu du chemin. Là. Une bosse d'asphalte. Là. Ça doit coûter gros top 3000 $ dans ma tête. Je me souviens plus du montant qu'elle disait, mais c'est une fortune. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'il faut qu'il soit homologué puis qu'il ait comme la bonne ça, hauteur. C'est l'autre affaire du Québec, ça. Parce que, tu sais, dans le fond, ils ne peuvent pas en acheter sur Amazon et les sacrer à terre. Il faut que ça soit une règle spécifique pour être... mais c'est un prix débile. Là. Moi, j'étais comme ça n'a pas de sens. Là. Le prix qu'elle a donné, je me disais, c'est juste une bosse à terre dans le chemin. Là. Non, je pense que beaucoup de gens au Québec, de classe moyenne, on frappe un mur. La pression migratoire aussi, on ne peut pas en faire abstraction. Là. Oui, il y a la surréglementation, mais écoutez, il y a un article cette semaine qui nous dit que la Ville de Québec va compter 1 million d'habitants d'ici quelques années. Il n'y a pas plus de logements, il n'y a pas plus de maisons, il n'y a pas plus de services, il n'y a pas plus d'infirmières, il n'y a pas plus d'enseignants. Tu sais, ça, c'est l'énorme éléphant dans la pièce, là, quand même. Là. Excusez-moi, là, c'est insoutenable. C'est totalement insoutenable. J'ai demandé à GPT comment ça coûtait un dos down, Frank. L'installation coûterait entre 1000 et 1500 $. À Phoenix, un dos down coûte 3500 US à installer, incluant la signalisation et le marquage au sol. À Seattle, les ralentisseurs coûtent 5000 $ US. À Boca Raton, un ralentisseur amélioré avec aménagement paysager peut coûter jusqu'à 13 000 $ US. Ça peut pas être cher. Au Mexique, t'en as à chaque 10 mètres de ça. Les Mexicains, sinon, font du 200 km/h. Il y en a même sur l'autoroute des dos down. Sur l'autoroute des dos down. Des fois, oui, parce que les gars, en plus en boisson, tout ça, oubliez ça. Là. C'est pas très long que ça démarre. Écoute, c'est assez spectaculaire. Enfin, on reviendra dans un autre épisode sur ces symptômes de déclin ou de... Bon, toi, tu persistes sur la croissance. Mais quand même, pour la classe moyenne, en terminant, peut-être, là, on inverse un peu les rôles, là, Yann, mais pour la classe moyenne là, qui voit quand même que bon, les maisons sont plus accessibles, etc., est-ce que l'avenir est radieux au Canada sur le plan économique? Arrangez-vous pour être dans le top 10%. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas être plate, là, mais si vous pensez à l'avenir de vos enfants, tout ça, organisez-vous que ces enfants-là soient fonctionnels sur le marché du travail, que ce soit les éléments productifs de la société vont mener une belle vie. That's it. Pour vrai, là, c'est... La classe moyenne, c'est une classe qui devient de plus en plus dépendante du gouvernement pour tout. Je veux dire, tu devrais le gouvernement ne fournit pas. Je sais. Puis à quoi ça sert une carte d'assurance maladie au Québec si tu n'as pas un cancer? Moi, je l'avais pas. Écoute, ça faisait 8 mois, je n'avais pas, j'avais oublié. De toute façon, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Rien. Ça sert à quoi une carte d'assurance maladie au Québec? Les gens me disaient, hey, t'es allé au Mexique, tu reviens aux 6 mois pour avoir ta carte d'assurance maladie. Voyons donc, qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Ouais, si t'es malade, tu vas aller te faire soigner au Mexique. Là. Mais non, mais franchement, il faut que je me casse le bras quelque chose, là, puis ça serve à quelque chose. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est plus des enjeux de société de notre côté. C'est ça qui m'épate le plus. C'est absolument plus un enjeu de société. Les gens subissent le réseau de la santé, on met leur vie en danger, puis ça n'en offusque pas.
La population est prise en otage. Il y a des infirmières. Au Québec, les infirmières, savez-vous comment elles protestent contre les mauvais soins donnés aux patients? Elles suspendent les soins aux patients. Y a-t-il un endroit dans le monde où on fait ça? Moi, je proteste contre le manque de soins. Je suspends les soins. C'est ce qu'on appelle des sit-ins spontanés. Écoutez, là, l'égoïsme au Québec dépasse l'entendement. Là. C'est complètement fou. Là. Il n'y a plus aucun sens du devoir. Là. Ben écoute, t'as vu Il y a des ambulances à quelque part au Québec récemment, je pense à Châteauguay, c'est tout ça? Des ambulances sont restées dans le parking. Monsieur, il y a un gars qui a fait un infarctus, pas grave, il reste dans l'ambulance. Les infirmières font un sit-in spontané. Écoute, regarde ce qui s'est passé cette semaine dans Tabasco, Jérôme. Ça résume tellement bien le Québec. Là. On a quelqu'un qui se présente, qui a un passé criminel, s'est mis de l'avant par Cogeco, ensuite repris par Éric Duhem. En dedans de 3 jours, le gars pleure devant les journalistes, se place dans une position de victime. Éric Duhem est accusé de faire une campagne de peur et de négativité. Puis c'est Éric Duhem le méchant. Je sais qu'on est au bout de l'épisode, mais... Tu sais, je veux dire, en 3 jours, là, ça, c'est arrivé. J'aurais attendu que les médias relaient l'information plutôt que... Je pense, moi, que ce gars-là a droit quand même de se présenter là. Ouais, mais c'est zéro ça la question. C'est d'intérêt public, évidemment. La première personne à sortir ça, c'est Cogeco. Première des choses, c'est même pas Éric. Puis la question n'a jamais été là. La question, c'est PSPP, quand tu lis sa première déclaration, là, il y a 2 mensonges dedans. Et il traite Éric Duhem de menteur de son côté. Mais de part et d'autre. Je trouve que personne ne va être gagnant à ce style de campagne-là, puis de toute façon, qui n'a pas débuté, puis peut-être qu'on va se... Ben, non, il est gagnant, PSPP, c'est ça l'affaire. Regarde, là, 2 jours plus tard... Mais collectivement, c'est-à-dire... Duhem relaie une information qui est celle de Cogeco. PSPP ressort des citations de Duhem. Je veux dire, le Québec est en train de s'effondrer, là, puis on va parler finalement du passé d'un homme il y a 25 ans. Je trouve que on ne permettra pas au public de tenir le débat qui devrait être tenu sur le modèle. On fait plus que parler du passé d'un homme d'il y a 25 ans. On fait de la propagande chez TVA en disant que c'est une erreur de jeunesse, qu'il a des regrets. Il se place dans une position de victime puis il pleure devant les journalistes. Et après ça, quand Éric Duhem affirme dans la conférence de presse, OK, on tourne la page, on s'en va vers une campagne positive puis débat d'idées, Paul PSPP réattaque Éric Duhem et tous les journalistes partent à rire avec lui. Non, ça, c'est le monde dans lequel on vit. Mesures, de faire face, justement, où on en parlait au début, face à la droite, face à la gauche. Ah ouais, ça, c'est clair. Que la droite soit toujours désavantagée par rapport à la gauche, qu'on pardonne plus, finalement, les excès de la gauche que les excès de la droite. Ça, je suis bien d'accord. Mais moi, je pense quand même que... non, je pense qu'on insiste trop sur quand même un truc qui s'est passé il y a 25 ans. Puis c'est comme s'il ne fallait pas avoir vécu collectivement. Il y a une sorte de culte de la transparence aussi au travers de ça. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas réclamer la virginité totale, justement, des candidats. Là. Non, on peut réclamer par contre que les gestes ne soient pas minimisés. Tu sais, c'est comme... En fait, la conférence de presse de PSPP est plus proche de ce qui aurait dû être fait dès le départ, mais c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé dès le départ, c'est qu'on a tenté de dire que le gars n'avait pas fait de prison. On a tenté de dire qu'il n'y avait pas eu de billes d'acier en sa possession. On a tenté de dire que c'est une erreur de jeunesse. On a essayé de minimiser des actes qui sont relativement graves d'extrême gauche. Puis après ça, là, on se reprend et on dit finalement, on prend responsabilité, tout ça, mais c'est même pas le gars qui le dit lui-même, c'est PSPP qui le dit à sa place. Tu sais, moi, la fabrication du consentement qui s'est passé dans cette histoire-là, je trouve qu'en 3 jours, là, on a résumé tout ce qui va tout croche au Québec avec ça. Ouais, puis en même temps, ouais, ça revient toujours un peu à l'affaire aussi de c'est quoi un jeune au Québec. Là, on dirait que t'es jeune jusqu'à 40 ans. Là. Est-ce qu'on avait besoin, honnêtement, stratégiquement pour Duhem, est-ce que ça va le servir? Dans le sens où tous les éléments quelque chose qui là, peut le servir sérieusement. Écoute, chaque jour, on reçoit une nouvelle qui est un symptôme incroyable du déclin du modèle québécois. Aujourd'hui, c'est encore... l'affaire, c'est que si Éric parle de taxe carbone, si Éric parle de taxe sur l'essence, des trucs comme ça, il ne passe pas des nouvelles. Et c'est sûr que moi, je suis un critique du système médiatique. Là, je comprends qu'il joue avec des vents contraires.
Mais je ne suis pas sûr que stratégiquement, ça va le payer. Puis, gars, tu vois, ils sont en train de déterrer, entre guillemets, toutes les citations qu'il dit à Radio X depuis. Il l'aurait fait pareil. Je sais pas trop. Ouais, ben ça, on le saura. En même temps, vu que c'est une élection partielle aussi, c'est pas une élection générale. Fait que on s'attendait pas à ce que ça se présente sur les grands enjeux de la province puis tout. Là. Mais en même temps, ça parle pas non plus vraiment des enjeux d'Arthabasca. Je sais pas c'est quoi les enjeux là-bas. Mais c'est sûr que ça, on n'entendra pas bien parler. Écoute, Jérôme, là, c'est parce qu'il faut ajourner si on veut que le podcast sorte pour les il sortira pas à midi, sinon. Non, c'est ça, sinon il sortira pas à midi. Fait que on renvoie les gens libremedia.com, évidemment, pour aller voir toutes les nouvelles sur votre site web. Ils peuvent te suivre sur X également. Sur Facebook, ben, c'est ton compte personnel parce que Libre Média, il y a toujours un enjeu avec ça. La chaîne YouTube, le Libre Podcast avec Francis Denis. Puis peut-être si tu as quelque chose, je te laisse le mot de la fin. Non, c'est bien beau. On s'en revoit dans 2 semaines. Yes. Ciao. Bye.